La carte photo était la variante bon marché de la carte postale, avec des tirages inférieurs à 10 exemplaires. Une douzaine de cartes postales valait 40 centimes, et le café était à 10 centimes. Pour un ouvrier gagnant entre 10 et 20 francs par jour, prendre un café ou une bière le soir reste une dépense non négligeable. Pourtant, les terrasses de café sont pleines. Pour certains, l'alcool remplace parfois le repas. L'apéritif le plus populaire et le moins onéreux est la fée verte, l'absinthe, soupçonnée de rendre fous ceux qui en abusent. La consommation de vin est d'environ 1 litre par jour. Ce n'est pas par hasard si le bistrot qui donne son titre à l'un des romans de Zola s'appelle l'Assommoir. Pour la première fois, de simples ouvriers, des artisans, des cordonniers ou des tuiliers sont pris en photo dans leur environnement quelquefois misérable. Qu'ils puissent être l'objet d'une photographie les fait monter dans leur propre estime et leur donne une assurance nouvelle, perceptible sur de nombreux clichés. La devanture, c'est le cadre. Mais les personnes ont tout autant d'importance. C'est vraiment de la relation entre les deux qu'il s'agit. Parce que ces gens travaillent là, ou sont les propriétaires du commerce. Patrons et employés forment une sorte de grande famille élargie. En France, c'était comme une carte de visite. Les commerçants étaient fiers de leur magasin, alors ils se faisaient photographier devant, avec le chien, le voisin et dans leur plus belle tenue. Les robes de ces dames étaient délicatement repassées. Et voilà le peintre avec ses ustensiles. Les employés indiens ou cingalais de ce marchand de thé posaient eux aussi. Ils se sentaient français. Les blanchisseuses se faisaient toujours photographier avec les manches retroussées. Ces gens avaient une extraordinaire conscience de soi et le montraient. On faisait un usage d'autant plus important de linge propre qu'on ne se lavait pas souvent de la tête aux pieds. À Hermont, au nord de Paris, les blanchisseuses passaient chaque journée de la semaine agenouillées devant le lavoir. C'est à leurs mains qu'on les reconnaît. Après avoir passé des années à frotter les tissus avec des produits détergents, elles auraient été bien en peine de passer pour des bourgeoises, même avec la plus belle des robes en soie et la meilleure des manucures. Les deux femmes corsetées pourraient bien être la patronne et sa belle-fille. Avec la taille sanglée de la sorte, il est peu probable qu'elles aient pu se pencher à longueur de journée sur un lavoir. La blanchisseuse au centre de la photo paraît âgée et pourtant, elle n'a sans doute pas plus d'une 50aine d'années. À la vue de ce corps marqué par le labeur, on peut s'interroger sur l'expression « la belle époque ». Quand il fait beau, les couturières travaillent dans la cour, à moins qu'elles ne soient sorties spécialement pour la photo. Les deux chapelières à l'arrière-plan sont occupées à fabriquer patiemment une œuvre d'art à plusieurs étages. Elles font penser au personnage de Madame la Mort, chanté par Rilke, une modiste qui enroule et tord, ruban sans fin les routes, sans répit de la terre, invente à partir d'elle ruchers, cocards, nœuds, fleurs et fruits artificiels. Une autre image qui est vraiment caractéristique de la fin du XIXe siècle, c'est la maison Broisat Frères, fabrique de fleurs. C'était une grande industrie que la fleur artificielle au XIXe siècle. Et toutes ces jeunes femmes... La mode bourgeoise tend plutôt vers la correction et la dignité. L'habillement est un moyen de se différencier du peuple, y compris pour les petits commerçants et les employés. Rue Clapeyron, monsieur et madame Dutier proposent un travail de tailleur soigné et des costumes pour hommes aux coupes élégantes. Non seulement les habits, mais toute la personne doivent ressortir de cette boutique sensiblement raffermie. Sur ce cliché, les Dutier se tiennent devant leur boutique, raides comme des figurines d'une horloge de beffroi. On s'attendrait presque à ce qu'ils se mettent en branle avec des mouvements saccadés d'automates.
Le col de monsieur est tellement amidonné qu'il donne à son cou l'allure d'un tuyau aussi large que sa tête qu'il semble ainsi maintenir en place. La rigidité est d'ailleurs l'un des idéaux aujourd'hui disparus de la mode bourgeoise masculine. Il y a plus d'un siècle, le streetwear et le look casual ou décontracté sont encore inimaginables. Tandis que les femmes du peuple ont pour habitude de ramener simplement leurs cheveux en chignon au-dessus de leur tête, le coiffeur pour dames élabore des coiffures extravagantes à l'aide de postiches. Il vend également toutes sortes d'accessoires et de perruques sans lesquelles, en ce début de siècle, une femme du monde ne serait pas sortie de chez elle. Il propose par ailleurs des lotions, des brosses, des massages électriques ainsi que des manucures. Dans la mode enfantine, les différences de classe ne sont pas moins marquées que chez les adultes. Chapeaux sophistiqués, robes à dentelle et gants blancs prouvent assez clairement que les petites élèves de l'école catholique de la Compassion, rue Saint-Simon, viennent de familles aisées. La gerbe de fleurs indique un jour férié. La Pentecôte peut-être. Au fond à droite s'estompe une silhouette de bonne sœur. Depuis Jules Ferry, donc depuis la fin du XIXe siècle, l'enseignement est obligatoire pour les garçons et les filles à partir de 6 ans. Cet enseignement se doit d'être laïque. L'instruction religieuse est dispensée le jeudi, journée libérée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui l'historien Pascal Blanchard qui a dirigé un ouvrage collectif intitulé Sexe, race et colonie aux éditions La Découverte, suscitant de nombreux débats. La plupart des critiques portent moins sur le fond que sur la forme, à savoir le recours à plus d'un millier d'images illustrant la domination des corps du XVe siècle à de nos jours. Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors votre intention, c'est de montrer que l'exploitation sexuelle ne fut pas un dommage collatéral, mais bien au centre du projet colonial, c'est ça ? La domination des terres s'accompagne de la domination des corps. Et on s'en rend bien compte en suivant pas à pas l'histoire des empires, depuis les conquistadors, que le corps de l'autre, essentiellement de la femme, mais pas seulement, a été un des objets à la fois de désir, de violence, de douleur, mais aussi de captation. Posséder le corps de l'autre en ayant tout droit dessus était un des droits des colons, un droit des conquistadors, un droit en fin de compte des coloniaux, comme si ce droit était un droit naturel dans les colonies. On allait aux colonies avec cette certitude qu'on allait pouvoir posséder ces corps. Et ceci a totalement déstructuré, par un rapport de domination, ces mêmes sociétés. Les femmes notamment, mais on peut dire aussi les hommes dans certaines structures, se sont retrouvés complètement captés dans un système où ils n'avaient ni le droit de dire oui ni non, ni de se plaindre, ni de refuser quelque part cette violence au quotidien. Et ceci explique en grande partie comment s'est structuré aussi l'accaparement de l'autre. Quand vous humiliez l'autre en possédant son corps, vous humiliez à la fois la femme qui a été violentée, mais vous humiliez aussi son mari, son époux, son environnement. Quelque part, vous fabriquez un système de prédation, et ce système de prédation, en plus, s'est inscrit dans une sorte d'imaginaire fantasmatique, d'une sorte de paradis sexuel qui était un enfer pour les autres. Alors, cette image a été véhiculée par des gravures, des tableaux, des cartes postales, même, et c'est d'ailleurs un des objets des polémiques aujourd'hui. Revenons peut-être à la jeunesse de cet ouvrage. Où est-ce que vous avez découvert toutes ces images ? Comment vous êtes venu à vouloir faire cet ouvrage ? Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur l'imaginaire colonial. Et depuis toujours, on s'était rendu compte qu'il y avait un sujet très particulier à côté de l'histoire des os humains, des exhibitions coloniales. C'était l'histoire de la sexualité aux colonies et de cet imaginaire autour. On ne pouvait pas le traiter comme un épiphénomène. Il y a 4 ans, on a décidé de prendre à bras-le-corps pour tous les empires, y compris l'Amérique et le Japon, tous les empires européens, cette histoire. Mais avant de partir avec des auteurs, on a d'abord fait un énorme travail de documentation. 450 fonds, corps de l'autre. Parce que les gens ont cru qu'il y avait des mauresques au sein nu au Caire et à Alger. Les gens ont cru que les femmes étaient lascives en Asie et attendaient le colonisateur. Les gens ont cru qu'il y avait des femmes dans toute l'Afrique qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est d'être libérées des vieilles tribus par des colons qui arrivaient. Et tout ça était visible dans les images parce que ceux qui étaient aux colonies n'ont eu aucune mauvaise conscience à le montrer. À l'époque, un jeune enfant de 8-9 ans pouvait recevoir la carte postale du père qui était aux colonies, où il y avait une femme nue parce que ce n'était pas dans une enveloppe, c'était au vu aux yeux de tout le monde. Et si on veut arriver à comprendre comment, à l'époque, à travers ces images, on a légitimé le droit de posséder le corps de l'autre, il faut montrer les images. Je me rappelle d'un livre qui avait été majeur aux États-Unis qui s'appelait... Par exemple, 19e siècle, ou enfin, si on se place dans l'histoire un peu plus ancienne, vous dites quand même que vous dites, ou un des auteurs du livre dit, les politiques coloniales vont définir et réguler différemment la sexualité en fonction des besoins impériaux. C'est-à-dire que par moment, s'il y a des besoins, on les accepte et au contraire, après, on va faire venir, entre guillemets, des femmes blanches pour essayer de tout changer. L'arrivée
des femmes blanches, ça change tout. D'abord parce qu'elles-mêmes disent ce n'est plus possible, les gars, vous ne pouvez pas vivre comme ça avec autant de femmes qui vous entourent, avec une totale liberté sexuelle. Il y a la morale occidentale qui arrive, c'est l'époque où les femmes sont corsetées, les corps sont cachés. Donc l'arrivée de la femme blanche va modifier totalement les rapports, on va organiser à côté de la vie matrimoniale des couples colons blancs, le bordel. Et dans tous les empires, ce sont les États qui matricent les bordels, qui organisent par la loi. À Alger, quand les Français arrivent en 1830, la première chose qu'ils mettent en place, c'est la prostitution. La prostitution devient quelque part de structurel, pour l'hygiène notamment, la peur que tous les soldats tombent malades. Donc vous allez découvrir un système qui, à côté du système matrimonial de la venue des femmes blanches, va construire un système de prostitution où là encore, les corps vont être instrumentalisés par les États coloniaux pour avoir une fonction, en fin de compte, du repos du soldat. Et c'est là où